Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, car il faut bien le dire, c'est la fin d'une époque avec la disparition de la tête rouge de Marianne et la confirmation d'une évolution de nos services publics qui interroge. Le timbre rouge qui existait depuis 1849 de la Poste donc a été supprimé au 1er janvier 2023 au profit d'une version dématérialisée. Il était quand même utilisé pour les courriers urgents, censés être distribués, je dis bien censés être distribués dès le lendemain, donc à J+1. Alors les raisons de cet arrêt, selon la Poste, ce sont tout simplement des raisons économiques et écologiques. D'après elle, les volumes de distribution par timbre rouge ont été divisés par 14 depuis 2008 et donc de nombreux avions et camions circulaient en étant seulement à moitié remplis. Voilà un argument qui peut s'entendre. Il va donc y avoir une nouvelle version numérisée. Alors comment va-t-elle fonctionner ? Eh bien, vous devrez taper le texte de votre courrier sur le site internet de l'entreprise ou le numériser, puis le joindre en PDF. La lettre sera ensuite transmise à la poste la plus proche du destinataire. Et là, un postier imprimera le courrier et le mettra sous pli. Précisons tout de même que selon les salariés interrogés par Ouest France de la Poste, eh bien, les salariés seront sûrement amenés pour venir en aide aux personnes qui manquent de cet équipement ou qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, à prendre eux-mêmes des photos des courriers prioritaires avec leur téléphone, alors potentiellement téléphone professionnel, à prendre eux-mêmes donc les photos du courrier avant de les envoyer dans le serveur de la Poste. Donc, toutes ces versions numériques posent de grandes questions. Tout d'abord, le prix, 1,49 € pour cette nouvelle version numérisée, une version qui ressemble étrangement à un email payant finalement. Et puis, au-delà du prix, donc de la numérisation, la rupture qu'elle implique, malgré l'obligation de continuité de service public, et puis les problèmes de surveillance numérique. Voilà toutes les questions qui se posent et pour lesquelles on a décidé de se tourner vers Guillaume Travers aujourd'hui. Bonjour Guillaume Travers. Bonjour Clémence. Et merci tout d'abord, très bonne année à vous et merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle année et commenter la disparition de ce timbre rouge qui n'est pas si anodine. Alors je rappelle, vous êtes universitaire, collaborateur de la revue Éléments, fondateur du think tank, le groupe de réflexion Champ commun, auteur notamment de ce livre « La société de surveillance, stade ultime du libéralisme » aux éditions La Nouvelle Librairie ou encore « Le capitalisme moderne, société de marché, l'Europe sous le règne de la quantité », toujours à La Nouvelle Librairie. Alors Guillaume Travers, aujourd'hui, que vous inspire finalement cette disparition du timbre rouge ? Alors je pense qu'il y a plusieurs sujets derrière tout cela. Il y a évidemment, comme vous le rappeliez, un sujet économique pour le modèle de la Poste. Et effectivement, ce n'est pas complètement absurde pour la Poste de se demander comment faire face à la baisse des montants de courrier. Et pour y revenir, probablement la Poste n'a pas toujours pris les bonnes décisions par le passé, dans un contexte qui par ailleurs était très difficile pour elle, puisqu'il était le contexte de l'ouverture à la concurrence des marchés postaux depuis les années 90 et de plus en plus depuis 2010-2011. Et puis la deuxième question, qui est la question de la dématérialisation, où là, en revanche, je crois qu'il faut être beaucoup plus critique, parce que probablement ce que ça masque, c'est en fait la disparition programmée d'un service derrière des raisons écologiques qui sont pour le coup assez critiquables, voire assez douteuses, puisque ça risque de résulter dans le fait qu'il va falloir équiper chaque postier d'équipements numériques spéciaux dont le coût écologique est lui-même assez considérable. Et donc, au final, le gain n'est pas du tout évident. Oui, tout à fait. Alors, reprenons le sujet par le début, comme vous l'avez expliqué. Le contexte de l'ouverture de la concurrence notamment pour la Poste, mais on l'a vu pour de nombreux services publics en France et les difficultés à chaque fois que cela pose. On peut penser au transport, notamment à la SNCF, à la RATP. Là, c'est sûr qu'on a vu la Poste ouvrir ses services à la concurrence, avec notamment les services tels que Colissimo. Et ne se concentrer que sur des services, on va dire, minimaux. Aujourd'hui, finalement, un choix qui ne semble pas forcément avoir été le bon. En tout cas, on a l'impression que la Poste a du mal à s'en sortir, encore une fois, financièrement. Alors, tout le sujet qui est très compliqué d'ouverture à la concurrence de services comme la Poste, c'est que fondamentalement, c'est une entreprise qui avait une mission de service public. Et donc,
dont certaines activités étaient intrinsèquement rentables. Quand vous envoyez une lettre de Paris dans Paris, c'est rentable pour la Poste, et des activités qui étaient intrinsèquement non rentables et qui ne font jamais. Aller chercher une lettre au fin fond d'une vallée des Pyrénées pour l'envoyer quelque part, ce sera jamais rentable, quel que soit le prix du service. Et la Poste combinait les deux. Et le problème, c'est que quand on ouvre à la concurrence, eh bien, les concurrents ne rentrent que sur les segments rentables. Et oui. La Poste perd des parts de marché sur les segments rentables. Pour faire simple, les colis, notamment en milieu urbain. Et dans sachant, précisons-le, qui ont explosé, les colis, pour le coup. Exactement. Les volumes qui ont explosé, notamment en milieu urbain, notamment avec une surenchère dans la rapidité de livraison qui, au début, était de 3 jours, plus de 48 heures, plus de 24 heures. Puis maintenant, Amazon qui offre des services même en 1 heure pour certains biens en centre-ville. Bon. Donc, la Poste ne peut pas concurrencer ça. Mais en même temps, elle garde une obligation de service universel dans la vallée des Pyrénées ou des Alpes ou dans n'importe quelle province. Oui, mais donc c'est intenable en fait en soi. Et donc c'est complètement intenable. Donc il y a évidemment un sujet de comment est-ce qu'on finance ce service universel. Est-ce qu'on le finance par des impôts? Est-ce qu'on le finance autrement? Et la solution qui a été adoptée dans beaucoup de pays européens, y compris la France, c'est des sortes de subventions pour maintenir un service universel qui comprend globalement à la fois une présence de points de collecte, une présence de bureaux de poste, et puis une régularité du service, des livraisons, etc. Et donc ça, c'est évidemment très coûteux. Et l'État français et la Poste trouvent que c'est trop coûteux, d'autant plus que, effectivement, si la Poste veut garder des parts de marché sur les activités où elle est en concurrence avec le privé, elle doit investir très massivement dans le traitement des colis, dans l'augmentation de la rapidité de livraison des colis, etc. Et donc, c'est un dilemme qui est quasiment insoluble. Aujourd'hui, on constate que ça coûte trop cher pour effectivement un volume qui n'est pas suffisant. Et donc, à mon avis, la vraie question qu'il faut se poser, c'est la définition du périmètre de ce service universel. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a dit qu'il faut un service postal universel, c'est-à-dire accessible partout à tout le territoire, on n'a pas réellement précisé de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit uniquement est-ce qu'il s'agit de livraison 6 jours par semaine, ce qui était le cas jusqu'à présent, ou est-ce qu'il faut réduire ça un petit peu, peut-être à 5 jours, comme c'est parfois évoqué? Est-ce que c'est une livraison en 72 heures, donc en 3 jours, ce qui est le cas avec les lettres vertes, ou est-ce qu'il faut partout la livraison en 24 heures, ce qui était en théorie, comme vous le rappeliez, plutôt pratique, c'était rarement le cas, en 24 heures, ce qui était le cas avec les timbres rouges. Et donc, je crois que le vrai débat serait effectivement de savoir qu'est-ce qu'on veut comme service universel et qu'est-ce qu'on, c'est-à-dire l'État, est prêt à payer pour maintenir cela. Par exemple, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'une livraison en 24 heures absolument partout soit indispensable. Peut-être que 48 heures est suffisant. C'est finalement assez rare qu'on ait impérativement besoin d'envoyer quelque chose sous 24 heures et que 48 heures soit une contrainte majeure. On aurait pu débattre de tout cela. Et à la place, on a l'impression que la Poste et probablement les décideurs politiques et les ministères en charge de ça derrière ont un peu éludé le sujet en trouvant une solution qui effectivement est assez bâtarde et ressemble, comme vous le disiez, à une sorte d'email payant qui finalement n'a peu de rapport avec le service qui existait initialement. Oui, alors en plus, un email payant qui pose beaucoup de questions. On va y revenir sur ce deuxième volet de la dématérialisation et puis de la numérisation du courrier proposé par ce nouveau service. Juste une précision, puisque vous parliez du timbre vert. Le timbre vert, alors le timbre rouge disparaît, le timbre vert, lui, va passer de 2 à 3 jours. Donc on a déjà un service public un peu tous les jours, un peu plus abîmé, on va dire, en tout cas en ce qui concerne la Poste. Alors ouvrons ce deuxième volet qui pose également beaucoup de questions, celui de la dématérialisation donc de ce service. Plusieurs questions se posent en fait. La première, je l'ai soulevée, c'est tout simplement la conservation, la protection des informations personnelles des personnes qui feraient appel à ce service, puisque comme on le voit, il s'agit d'un courrier numérisé, alors soit tapé par la personne elle-même,
puis être retransmise par un service de postier, soit prise en photo, tout simplement, qui pourrait même être prise en photo par les salariés de la Poste. Ça pose quand même de grandes questions, ça. Ça, c'est une révélation qui est faite dans le journal de Ouest France. Alors, ça pose évidemment d'autant plus de questions que, comme on le disait, il y a peu de courriers quotidiens pour lesquels on a impérativement besoin qu'il arrive sous 24 heures. A priori, quand on est en vacances et qu'on envoie une carte postale, si elle arrive 2 jours ou 3 jours après, c'est pas dramatique. Et donc, a priori, les actes les plus importants, on peut penser à des actes notariés, à des documents juridiques. Les avocats, beaucoup, se posaient la question. D'entreprise, à des documents exactement d'avocats, enfin, vraiment à des documents légaux qui seraient, pour lesquels on aurait réellement un besoin impératif de livraison en 24 heures. Et donc, c'est précisément ce type de document qui pose les questions les plus importantes en termes de confidentialité. Et donc ça, c'est effectivement un vrai sujet qui pourrait... Et c'est pourquoi je crois qu'en fait, le vrai risque, c'est qu'en fait, on ait la disparition annoncée même de ce service-là, puisque par définition, il a peu de chances d'être employé pour des documents juridiques si le risque de fuite, de photographie par un tiers, etc., est jugé trop important. Donc je crois que c'est aussi pour ça une fausse solution, puisqu'effectivement, précisément pour le type de document concerné, la crainte de fuite sera très importante. Oui, alors d'autant plus, alors on a la fuite, on a la question du piratage, d'autant plus que la Poste a déjà été victime de piratage récemment, le 4 juillet 2022, victime d'un virus malveillant de type rançongiciel, voilà, je cite le type de virus. Donc en fait, c'était des auteurs de la cyberattaque qui l'ont revendiqué sur le Darknet, qui ont fait fuiter des informations confidentielles, et tout cela pour obtenir une rançon du groupe La Poste. Donc on sait que La Poste a déjà été victime de piratage. Or, ces informations-là qui seraient enregistrées pour numériser, eh bien, doivent rester archivées pendant 1 an dans ce qu'on appelle les data centers du groupe La Poste. Donc pendant 1 an, toutes vos informations qui peuvent être des dossiers, en effet, des éléments, notamment d'un dossier d'avocat, par exemple, sont soumis à des risques de piratage, par exemple. Tout à fait, ainsi que, évidemment, des numéros de sécurité sociale, des numéros fiscaux, enfin, tout type de document administratif qui est particulièrement recherché par des pirates potentiels. Donc, c'est un vrai sujet. Et je crois que là, on se heurte vraiment aux limites de la dématérialisation, où, en pensant simplifier quelque chose, on se crée en fait de nouveaux problèmes. Et parfois, la solution technologiquement la plus simple, un auteur qui est assez intéressant, Philippe Biwix, parle de low-tech, par opposition au high-tech, évidemment. Parfois, les low-tech ont des avantages que n'ont pas les high-tech. Et donc, les high-tech s'y substituent, mais sans être un substitut parfait, et créent en fait de nouveaux problèmes qui, au final, pourront s'avérer peut-être plus coûteux que les solutions finalement technologiquement plus simples, comme l'enveloppe et le timbre. Oui. Alors, Guillaume Travers, puisque c'est également l'un de vos sujets de prédilection, on va dire la société de surveillance, je voudrais qu'on aille sur ce sujet. Mais avant, pour rester sur on va dire le volet général de la dématérialisation, il y a un problème, c'est celui de la rupture numérique, tout simplement. Tout le monde n'a pas forcément accès à Internet facilement. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les numériques, on va dire. Et puis, le problème de la présence des agences, puisque autant on trouve encore des boîtes jaunes un peu partout dans toutes les communes de France. En revanche, les agences, elles sont beaucoup moins présentes. C'est évidemment vrai, et ça pose à nouveau effectivement la question de qu'est-ce qu'on entend par service universel. Si l'agence est à 30 km et pour pratiquer un peu la poste, avec souvent des queues assez importantes dans beaucoup d'agences. Et des horaires pas forcément évidents non plus. Et des horaires compliqués quand on travaille. Et donc, il y a un vrai problème effectivement d'accès aux services publics qui est très important, qui se pose, et que malheureusement, la poste se pose de moins en moins, et malheureusement, a de moins en moins intérêt à se poser dans un contexte, encore une fois, d'ouverture à la concurrence, puisque précisément, je pense qu'aujourd'hui, l'un des principaux enjeux de la Poste, c'est de résister sur les segments où elle est particulièrement concurrencée par d'autres, plutôt que de maintenir un très bon niveau de service sur les lettres de moins de 50 grammes, où là, elle n'est pas concurrencée ou quasiment pas concurrencée. À nouveau, la concurrence joue réellement un rôle
dans ce maintien d'une infrastructure de service public au niveau local. Oui, tout à fait. Ça pose de grandes questions derrière. Alors revenons sur la société le risque de tomber dans une société de surveillance avec notamment ces petites avancées numériques à chaque fois, un peu plus de numérisation et donc de contrôle potentiel, en tout cas, si ce n'est, on l'a dit, par des pirates, mais également, pourquoi pas, par les autorités publiques, tout simplement. On sait qu'aujourd'hui, finalement, la poste, enfin le courrier, est encore une façon de prendre contact avec quelqu'un de manière tout à fait anonyme, d'échanger de manière tout à fait secrète. Eh bien, c'est finalement aussi l'avancée d'une nouvelle forme de surveillance, Guillaume Travers, dont il faut se méfier finalement. Alors, on peut effectivement l'imaginer, comme vous le rappeliez, aujourd'hui, la Poste n'a pas de responsabilité juridique sur les contenus échangés dans des enveloppes fermées qu'elle n'a pas à ouvrir. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un hébergeur de site. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui héberge un site Internet peut en tout cas être tenu responsable dans beaucoup de pays légalement, judiciairement, s'il héberge des contenus qu'il n'a pas écrits lui-même, évidemment, qui sont écrits par d'autres, mais simplement par le fait d'héberger, donc par le fait que ces contenus, finalement, transitent ou soient temporairement stockés sur des serveurs particuliers. Et donc, on peut imaginer que dès lors que la Poste a connaissance de contenu, eh bien, elle soit tenue un jour, pourquoi pas, c'est évidemment pas d'actualité aujourd'hui, mais ça pourrait le devenir, soit tenue un jour responsable des contenus qu'elle fait transiter. Et donc, ça pourrait effectivement être un outil potentiel de surveillance, comme ça l'est sur des infrastructures en ligne, où on le sait bien aujourd'hui, de plus en plus, tout ce qu'on appelle le big data, l'intelligence artificielle, etc., permettent en fait assez facilement de se faire une idée d'un contenu, simplement par l'analyse textuelle des mots, par exemple, des expressions qu'un document contient. Oui. Alors, je donne la réponse de la Poste aux inquiétudes concernant cette possible mise en place d'une forme de surveillance, en tout cas d'un contrôle des salariés de la Poste. Eh bien, il rappelle qu'aujourd'hui, les salariés de la Poste prêtent serment. Les personnels travaillant dans l'entreprise doivent prêter serment à leur entrée en fonction, un serment signé par l'agent qui stipule que ce dernier s'engage notamment à respecter scrupuleusement les informations concernant la vie privée dont il aurait connaissance dans l'exécution de son service. Alors, est-ce suffisant pour être rassuré, Guillaume Travers ? Alors, malheureusement, pas complètement. On a quand même énormément de cas de colis ou de lettres ouvertes qui ont fait scandale ces dernières années. On a aussi un autre problème qui est le problème de l'emploi et qui ne touche pas évidemment que la Poste, mais qui est que historiquement, on avait des salariés qui faisaient leur carrière à la Poste avec une très forte insistance, disons, sur l'éthique du service public. Aujourd'hui, de plus en plus de contractuels, de CDD, d'intérimaires, oui. Et donc d'intérimaires et donc de personnes qui n'ont pas l'attachement, disons, presque sentimental à l'entreprise qu'ils pouvaient avoir par le passé. Bien, en termes d'éthique du travail, on peut penser que ça a évidemment un rôle et que c'est pas non plus complètement déconnecté de l'augmentation des taux de colis qui sont ouverts, qui sont volés, etc., puisque c'est aussi un problème qui existe à la Poste. Donc, on peut penser que c'est pas complètement la solution. Ce qui est en revanche beaucoup plus probable, c'est qu'à terme, celui qui a vraiment des choses importantes, confidentielles à échanger, ne le fera précisément plus par la Poste, mais le fera par d'autres services, par des coursiers privés qui coûteront encore plus cher, mais que ça sera par d'autres voies, et que la Poste, finalement, se retrouvera peut-être encore plus concurrencée qu'elle ne l'est déjà sur ces segments, finalement, où elle gardait un relatif monopole jusqu'à présent. Oui, enfin des coursiers privés dont on ne peut non plus prédire de l'éthique. Ça pose aussi des questions que d'être dépendant d'un service privé pour envoyer un courrier qu'on souhaite garder anonyme. Une dernière question, Guillaume Travers, pour finir. Est-ce qu'on peut craindre, à votre avis, que pour le moment, on voit seulement la disparition du timbre rouge, on nous dit que ça s'arrête là. Bon, le timbre vert lui-même passe de 2 jours à 3 jours. Est-ce que vous pensez que finalement, la Poste va continuer dans ce sens-là, dans le sens de la numérisation ? On a vu d'ailleurs, on le voit progressivement, de moins en moins d'agents dans les
bureaux de poste, de plus en plus de bureaux, de bornes électroniques. Est-ce que vous pensez que c'est tout simplement dans la continuation et que on peut imaginer que bientôt il n'aura plus du tout de service de poste classique? Alors, on peut penser qu'il restera toujours un petit peu de service de poste classique. Néanmoins, il est bien vrai que quand on lit les déclarations de la direction de la Poste, la marche en avant dans la digitalisation, dans la numérisation, malheureusement, ou en tout cas va continuer, c'est certain. Il y a je pense dans toutes les grandes entreprises aujourd'hui, une dynamique à tout crin de numérisation qui n'est pas toujours questionnée de manière intelligente. C'est-à-dire, on pense presque naïvement que plus de numérique, c'est forcément mieux, forcément plus efficace, forcément plus écologique. C'est malheureusement très douteux. Souvent, beaucoup de solutions numériques sont écologiquement plus coûteuses que des solutions beaucoup plus simples. On peut penser évidemment à des exemples très simples, mais quand dans les restaurants, on remplace le calepin pour prendre les commandes par une tablette, eh bien, le coût écologique est des dizaines, des centaines de fois supérieur au coût écologique du calepin qui est fait avec des arbres gérés dans des forêts relativement bien gérées. Et donc, malheureusement, la numérisation aujourd'hui est presque l'idéologie dominante de beaucoup de grandes entreprises. On peut penser qu'il y a des événements qui vont remettre ça tôt ou tard en cause. Il y a aujourd'hui d'énormes tensions sur tout ce qui touche, par exemple, aux semi-conducteurs, aux puces. On a vu la RATP remplacer le ticket de métro uniquement par des badges numériques, mais qui a dû retarder l'introduction du pass Navigo numérique. Pourquoi ? Parce qu'il manquait de semi-conducteurs. Donc, on peut penser qu'à l'avenir, les tensions sur ces composants numériques seront de plus en plus grandes et que ça incitera peut-être à reconsidérer la numérisation à tout crin et à se rendre compte que finalement, il y a des solutions technologiquement beaucoup plus simples, sont aussi beaucoup plus résilientes, parfois beaucoup plus écologiques, et donc à avoir un usage plus raisonné du numérique. Sans parler même effectivement des fragilités presque stratégiques le jour où il n'y a plus d'électricité, par exemple. Oui, évidemment. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Travers pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes universitaire et collaborateur de la revue Éléments, fondateur du think tank, le groupe de réflexion Champ commun, et auteur notamment de ce livre La société de surveillance, stade ultime du libéralisme aux éditions La Nouvelle Librairie. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.